Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 25 avril 2025. Les déclarations, en tout cas les toutes récentes de Maître Adrien Houmbédji, continuent de faire des vagues et de susciter des commentaires au sein de l'opinion. Le leader du PRD a quelque peu brisé la glace, sinon le silence avec ses propos tenus ces derniers temps. Les groupes de mots, relecture du code électoral, démocratie, état de droit, libération des détenus politiques, retour des exilés, élections transparentes, inclusives et non chrysogènes sont revenus plusieurs fois. Un narratif qui tranche singulièrement avec celui de sa famille politique, notamment l'Union progressiste, le Renouveau, un parti qui se réclame du camp présidentiel et donc un grand soutien du régime en exercice. D'aucuns aujourd'hui se posent la question de savoir si Maître Adrien Houmbédji est toujours de la mouvance ou s'il a déposé ses valises aux côtés de l'opposition. Comment expliquer ce rôle d'apôtre de paix que semble jouer le leader des Tchoko Tchoko? Pour en parler, nous sommes ce soir avec Alphonse Moïse Soudé. Il est consultant et analyste politique. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir Bouhara, bonsoir à toutes et à tous. Hey, en face de vous, docteur Damien Arandoko. C'est bien ça, hein? Merci de vous être montré disponible. Vous êtes coordonnateur du réseau des jeunes leaders du Bénin. Cher ami, bonsoir et merci pour votre disponibilité. Je vais adresser la toute première question à Alphonse Moïse Soudé. Allez, pensez-vous que Maître Adrien Houmbédji est en train de jouer les apôtres de paix? Oui, vous savez, moi j'ai dit la dernière fois sur ce plateau, il faudrait que le bureau politique national de l'UPR clarifie cette situation-là. C'est ça. Parce que j'ai dit, des gens n'ont pas fait plus grave que ça, ils ont été sanctionnés. Mais depuis, le Maître Adrien Houmbédji sort, il parle, j'ai vu son parti pondre un communiqué avec le logo du PRD, mais personne ne nous dit rien, on ne comprend plus rien. Donc aujourd'hui, on constate que Maître Adrien Houmbédji et le PRD sont en train de prendre leur envol, ils veulent quitter qu'on appelle l'UPR pour peut-être être un parti autonome. Et dans cette situation-là, tout le monde en profite. Parce que les idées défendues par Maître Adrien Houmbédji rejoignent celles que défendent les démocrates. Donc, par conséquent, ceux qui se sentent proches des idéaux défendus par Maître Adrien Houmbédji se disent, bon, nous allons nous rapprocher de lui, puisque le combat est le même. Maître Adrien Houmbédji n'a jamais dit qu'il était de l'opposition, mais en matière de défense de la démocratie et syndicalistes et partis politiques se retrouvent. Ce n'est pas la première fois au Bénin, on a déjà vu les syndicalistes s'associer aux hommes politiques pour défendre la démocratie. Donc, je me dis qu'on se retrouve dans ce schéma-là. Ça devient un point de convergence. Un point de convergence, c'est-à-dire qu'on estime qu'il faut sauvegarder les acquis de la conférence nationale, il faut préserver les libertés. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obédience politique. Il n'y a pas d'obédience politique. Donc, j'estime que Maître Adrien Houmbédji, en tant que vétéran de la politique, a fait des déclarations qui ont rencontré l'assentiment de l'opposition. Alors, docteur, comment vous interprétez, sinon comment vous qualifiez ces propos tenus par Maître Adrien Houmbédji? Je pense que, d'abord, merci pour l'invitation ou l'opportunité que vous me donnez. Et je pense qu'il est temps que les partis politiques, surtout les partis donc, de la mouvance présidentielle, qui soutiennent donc les actions du chef de l'État, puissent vraiment nous donner des explications si aujourd'hui, au regard donc de ces sorties répétitives de Maître Adrien Houmbédji, s'il est toujours vraiment de la mouvance ou de l'opposition. Et ce que je voudrais comprendre, pensez-vous que c'est le parti qui doit clarifier ou bien c'est Maître Adrien Houmbédji lui-même qui apporte les clarifications? Je le dis, les partis politiques, surtout de la mouvance, parce que et vous n'êtes pas sans savoir que le PRD n'existe plus de fait. Vous savez, le PRD a été donc fusionné avec les partis de la mouvance présidentielle. On n'a pas dit l'UP, on a dit l'UPR, l'Union progressiste, le Renouveau. Donc, je voudrais comprendre que aujourd'hui, sur le plan juridique, le PRD n'existe plus aujourd'hui. Donc, si Adrien Houmbédji aujourd'hui, s'il veut vraiment se repositionner sur l'échiquier politique ou s'il veut prendre vraiment une retraite politique paisible. Et nous devons comprendre vraiment les jours à suivre, surtout dans cette déclaration. D'accord. Alors, est-ce qu'en temps normal, ce n'est pas Maître Adrien Houmbédji qui devrait apporter les clarifications? Parce que vous-même, dans votre première prise de parole, vous estimez que les partis politiques ou le parti politique dont il fait partie, l'UPR en question, devrait apporter les clarifications. Ça dit quoi? Houmbédji de dire, soit je suis désormais de l'opposition ou bien bon, je demeure dans la mouvance. Le PRD est une sensibilité au sein de l'UPR. D'accord. Mais je voudrais que les responsables de l'UPR
nous montre les actes fondateurs de ce nouveau parti-là. Parce qu'il y a problème. Il y a quand même des juristes bien formés au sein de l'UPR qui, sur d'autres terrains, sont prolixes sur d'autres terrains, sont prolixes à nous démontrer juridiquement que ce qu'on dit est faux, ce qu'on dit est vrai. Mais maintenant que leur parti est en cause, que ces juristes-là nous disent juridiquement, après la rencontre, on a fait la fusion, les statuts existent pour désigner l'UPR. Nous avons régulièrement au ministère de l'Intérieur inscrit l'UPR. Il faut qu'il sorte pour nous le dire, parce que Maître Adrien Ngoué, ce n'est pas à lui de nous dire s'il est dans la mouvance ou pas. Mais non, même si on prenait le PRD en tant que PRD d'avant, avant son rapprochement avec l'UPR, c'était un parti qui soutenait quand même la mouvance. Il y a un bureau politique national. Il y a un porte-parole de l'UPR. Qu'on nous dise, mais voilà, les actes fondateurs signés, déposés au ministère de l'Intérieur. Pourquoi pas, on va se donner rendez-vous pour faire ce débat-là autrement. Parce que tant qu'on n'aura pas cet élément-là, parce que la dernière fois, quand j'ai vu le secrétaire général adjoint du PRD, pas de l'UPR, du PRD, signer un communiqué pour interdire aux gens de continuer par vilipender Maître Adrien Ngoué, il a utilisé l'entête du PRD avec le logo du PRD. Et personne jusqu'à présent n'a rien dit. Il n'y a pas eu de réaction. On fera le débat autrement. Je voudrais que peut-être on se donne l'occasion d'un autre plateau pour venir faire le débat sur l'existence juridique ou non, n'est-ce pas, du PRD pris en tant que parti politique, ou bien un parti qui s'est vu dissous, n'est-ce pas, et qui se retrouve finalement au sein de l'Union progressiste le renouveau. Alors, ma question à vous, M. Arondokou, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y avait pas une autre formule au niveau de Maître Adrien Ngoué pour se faire entendre? Il y a des instances, non, au sein du parti, et quand on est mécontent, ou bien on a une autre façon de voir les choses, allez, on peut en débattre au sein des instances plutôt que d'utiliser des médias pour en parler. Bon, je pense que Maître Adrien Ngoué, et quel que soit ce qu'on dira de cette figure phare, légendaire, mythique, à la rigueur, je dirais emblématique, est dans une posture, pour ma part, ambiguë. Je vois un peu beaucoup d'ambiguïté par rapport donc à sa nouvelle posture. D'abord, qui ne dénote pas vraiment d'une bonne lecture. En tant que nous sommes des jeunes, nous sommes des leaders politiques, et quand nous nous référons à cet animal politique depuis les années 90 jusqu'à nos jours, et nous n'arrivons pas souvent à le comprendre parce qu'il n'a jamais été d'ailleurs constant dans ce qu'il fait. Plusieurs fois candidat malheureux aux élections, plus de 3 fois. Je pense qu'en 91, 96 et 2001, à ma connaissance. Donc, Adrien Ngoué aujourd'hui, je me suis dit, il y a eu également 2011. 2011, voilà, 2011. Donc, je me suis dit qu'il veut vraiment se repositionner aujourd'hui sur le plan politique. Et la problématique même de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, parce que si nous n'arrivons pas à lever l'équivoque, les téléspectateurs ne vont jamais comprendre la quintessence donc du débat que nous sommes en train de mener. Oui. Et cette équivoque, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le PRD existe toujours, ou le PRD est juridiquement reconnu au sein donc de D'accord, je vais faire cette question parce que vous insistez. Si nous n'arrivons pas à lever cette équivoque, je pense que le débat ne serait pas si intéressant. Même si on faisait un pas en arrière pour prendre le PRD en tant que parti politique pris individuellement, c'est quand même un parti politique qui, je dirais, soutenait les actions du gouvernement. Du gouvernement. Donc, c'est dire que le PRD était un parti de la mouvance avant même d'aller se mettre aux côtés ou dans les bras du parti Union progressiste. Les différentes sorties de Maître Adrien Ngoué et d'autres acteurs politiques montrent que la loi de l'Omerta instaurée dans les partis de la mouvance, le silence est en train de s'effriter. C'est ça. Au-delà de Maître Adrien Ngoué, vous avez vu un conseiller qui est sorti, je crois, à Tikou, qui est allé dans le même sens que Maître Adrien Ngoué. Vous avez vu le professeur Victor Topan. Ça veut dire quoi? Que le débat démocratique n'est pas instauré au sein des partis. Oui. Et quand les gens sont étouffés, ils se donnent un autre moyen d'exprimer leur point de vue. Et j'ai toujours dit, tant qu'on ne va pas ouvrir les débats, parce que vous ne pouvez pas rassembler des intellectuels bien formés et leur dire de ne pas
mener des débats sur les problèmes de la nation. Les débats d'idées. Les débats d'idées. Ou les contradictions Bien peuvent sûr, fleurir de part et d'autre. On ne leur dit C'est pas. le moment de On ne débat. leur demande pas d'éviter caméras et micros Mm. à ces débats, mais il faut instaurer le débat contradictoire au sein des partis politiques. Parce que c'est là que commence la démocratie. Mais quand les gens, pendant longtemps, ils ont espéré qu'on devait leur donner cette opportunité et qu'on ne leur donne pas, voilà ce que ça donne. Et je crois que c'est le début. Ce n'est que le début, parce que deux hommes politiques au sein de ces partis-là... Au sein des partis de la mouvance, voulez-vous dire? Même au niveau de l'opposition, qui n'ont pas droit à la parole, ils vont mettre les pieds dans le plat. Ils ont dit, mais il y en a marre, quoi, comme on le dit ailleurs. Donc je crois que ils ne firont pas dire, franchement, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués parce qu'on n'est pas des écoliers pour subir, même dans les salles de classe, il y a des élèves têtus qui affrontent l'enseignant. Alors quand on a des élèves têtus, quand on a, je dirais, des militants au sein d'une formation politique qui ne respectent pas cette loi dite de l'omerta, je suis entre griffes, si vous permettez, alors cette loi de discipline de groupe, quand ils ne le respectent pas, ils sont interpellés. Mais depuis que cela s'est passé, on n'a pas encore entendu que Maître Adrien Oumbédi a été recadré par, je dirais, les responsables de son parti politique, qu'on l'a interpellé, et jusqu'à présent encore, c'est silence radio. Quelle lecture on en fait? On fait comme l'a dit mon vis-à-vis, c'est du 2 poids, 2 mesures. Et je pense que dans une république, on ne saurait se comporter chaque fois et toutes les fois de cette manière. Si vous appartenez à un parti politique, vous êtes obligé, vous êtes contraint donc de respecter donc, les règles donc, de ce parti politique, quelle que soit votre coloration politique. Donc, dans un parti politique, vous n'aviez pas le choix. Vous pouvez être le président donc, d'une telle formation politique. Vous vous soumettez donc aux disciplines donc, du groupe. Et cela s'impose à tout le monde. Alors, vous pensez qu'il n'y a pas eu sanction, il n'y a pas eu interpellation jusqu'à présent parce qu'il s'agit de Maître Adrien Oumbédi, parce qu'il s'agit d'un homme quand même non négligeable par rapport aux autres militants? Tout ce qu'on peut reprocher à Maître Adrien Oumbédi, depuis 1990, il a montré de quoi il a eu un parcours politique quand même bien défini. Et qui le dispense des demandes d'explication. Pas ça. Ce n'est pas à lui de se donner une demande d'explication. La faille, c'est au niveau du bureau politique. Oui, c'est ça. C'est le bureau politique national de l'UPR qui devait interpeller Maître Adrien Oumbédi. C'est-à-dire la demande d'explication devrait venir du bureau politique. On devait l'interpeller. Bien sûr. On a été interpellé. A été même sanctionné. Et d'autres personnes aussi, que ce soit dans l'UPR que dans le BS, qui n'ont pas respecté la discipline de groupe, ont été sanctionnés. Mais là, pourquoi on ne sanctionne pas Maître Adrien Oumbédi? Est-ce que c'est vraiment une question de poids? C'est-à-dire que bon, peut-être on estime que Christelle Nkono n'a pas le même poids que Maître Adrien Oumbédi. Oui, naturellement. Naturellement. Je vous dis, mes frères de Wemé Plateau, ils sont encore fidèles à Maître Adrien Oumbédi. Ils sont encore fidèles à Maître Adrien. Au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, il a encore une certaine assise dans le département du Wemé du Plateau. Donc, quand il indique la voie à suivre, et on le suit. Maintenant, certainement qu'on n'a pas voulu brusquer les choses, mais j'ai dit, ça fait 2 fois déjà. Il faudrait que le bureau politique... Moi, je ne condamne pas Maître Adrien Oumbédi. Ou bien c'est un silence stratégique au niveau du... Je ne sais pas, mais... Parce que quand ça se passe comme ça, on est en train de montrer le chemin à d'autres rebelles, membres du parti politique. Mais quand même, ça s'est fait une fois, il n'y a pas eu de sanction. À parler, nous aussi, on peut parler. Oui. Mais on peut parler, mais est-ce qu'ils sont tous patriarches? C'est une question. Allez, vous permettez que je partage avec vous l'appréciation d'un de nos téléspectateurs, n'est-ce pas? Il dit, je pense que Maître Adrien Oumbédi, avant de mourir, veut hisser certains de ses militants. Seul avec le PRD, il ne peut pas. Il s'est donc servi de la fusion avec l'UP pour commencer l'œuvre. Sentant que la mouvance est bien en difficulté pour 2026, il veut achever son œuvre avec les démocrates pour 2026. Est-ce que vous avez la même appréciation que ce téléspectateur qui a donné sa lecture? Je vais écouter d'abord M. Damien, je reviens vers vous. Non, moi, vous savez, les avis se partagent d'un téléspectateur à un autre. Et dans une certaine mesure, il a raison, mais dans d'autres mesures, je ne vois pas vraiment l'importance donc de son message. D'accord. Et puis, ce que nous devons comprendre, c'est que Maître Adrien Oumbédi, quel que soit ce que je l'ai dit, et il demeure toujours maître du jeu. On ne peut pas aujourd'hui, ce qui est sûr, les élections de 2026... On ne peut pas s'en passer aussi facilement. Non, pas facilement, pas facilement. Les élections de 2026, Maître Adrien Oumbédi va peser
sur le plan. Ça, il n'a rien à faire. Par rapport au message de notre téléspectateur. La fusion de 2022, il y a les législatives de 2023. Les anciens membres du PRD n'ont pas été d'accord parce qu'ils sont patrons d'un certain nombre de fiefs. Ils ont estimé qu'on devait les positionner en pole position pour permettre de drainer les voix. Ça n'a pas été fait. Donc il y a eu des grincements dedans déjà à ce niveau-là. Mais il y a certains acteurs du PRD, n'est-ce pas, qui sont élus, qui sont élus. Ils ont estimé même au niveau du bureau, ils ont quelqu'un. En allant vers l'UPR, c'est qu'on ne mette pas fin à leur carrière politique. D'accord. Et quand, à un moment donné, les gens n'ont pas été positionnés, ils n'ont pas été réélus, et vous savez déjà que le PRD avait déjà un grief contre eux. Parce que si on devait tenir compte du vote, la mairie de Porto-Novo revenait au PRD, mais avec les 10%, ils ont perdu. Et le PRD avait déjà ce grief-là. Donc, le maître Adrien Humbedi, c'est vrai qu'il n'a plus besoin de poste politique, mais il a des cadres qu'il veut positionner. Et ces cadres-là, certainement que ceux qui sont restés fidèles au PRD lui mettent la pression. Quand nous sommes allés vers eux depuis 2022, qu'est-ce qu'on a gagné de concret? Parce qu'en politique, c'est ça. Hein. On ne va pas là-bas pour toujours jouer. Ce sont les intérêts. On n'est pas là-bas pour jouer toujours les seconds rôles. Voilà. On veut aussi se mettre devant. On veut aussi montrer qu'on a quelque chose dans le ventre. Et depuis 2022 jusqu'à 2025, on ne voit rien venir. Alors que les élections générales se présentent pour 2026, il faut que ces hommes politiques du PRD qui sont restés fidèles à M. Adrien Humbedi soient positionnés, soit pour les municipales, soit pour les communales, ou bien qu'ils disent leur mot dans l'élection du président. Alors, il y a un procès que les gens font à Maître Adrien Humbedi. On estime que lors d'une de ses rencontres avec le chef de l'État, Patrice Talon, il avait fait une description de l'État béninois, où il a estimé que Patrice Talon a hérité d'un État, n'est-ce pas, saccagé, qui est descendu de son piédestal et tout autre. Aujourd'hui, on se dit, mais quand même, ce discours qu'il tient, je dirais, après 9 ans de gouvernance de Patrice Talon, franchement, finalement, de quoi parle-t-il finalement? Où se situe-t-il exactement? Et quelle est la réalité du passé et du présent? Je pense que c'est vraiment profond. Vous savez, à l'arrivée donc du chef de l'État en 2016, Maître Adrien Humbedi s'exprimait en ces lignes. Et tout est à reconstruire. Oui. Et c'est donc dans cet élan aujourd'hui que le chef de l'État, aujourd'hui on ne peut plus parler que le Bénin est descendu de son piédestal. Vous convenez avec moi que beaucoup de choses ont changé. Donc on ne peut plus répéter les mêmes propos. Bon, alors, Maître Adrien Humbedi aussi, vous savez, c'est un garant, donc il est garant des pouvoirs. Le garant comment dirais-je, il est garant donc du temple. Vous savez, il est garant donc de la Constitution. Et il veut, à un moment donné, il faut aussi comprendre un peu le rôle que joue Maître Adrien Humbedi, parce que vous savez, on ne va pas trop aller en profondeur, mais quelquefois aussi, on a besoin aussi quand même de ces gens-là pour réveiller aussi la mouvance présidentielle. D'accord. Alors, dans ce réveil de la mouvance présidentielle, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être en ramenant sur le tapis ces genres de sujets qui continuent de créer des grincements au sein de l'opinion, notamment la relecture du code électoral, les questions de démocratie, les questions de détenus politiques, les exilés, la relecture du code électoral et autres, que peut-être on finira par dire, mais quand même, beaucoup de personnes en parlent, il faut qu'on ait des assises pour peut-être penser à la correction des choses. Vous observez très bien, je laisse les plaisantins de côté, je laisse les bouffons de côté. Est-ce que vous avez vu un homme politique sérieux prendre le compte de ce que M. Adrien Humbedi a dit? Vous avez vu un homme politique sérieux sortir pour dire ce que M. Adrien Humbedi est en train de dire, le code promeut l'exclusion? Est-ce que vous avez vu un homme politique sérieux de ce pays-là dire non? Alors que voulez-vous laisser entendre? Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons aller vers la relecture du code. Tout le monde, même si les gens de la mouvance, certains de la mouvance ne parlent pas, ils savent que le code pose problème. Et je dis, nous avons encore, parce que 6 mois avant les élections, on ne touche plus au test. Ça, c'est les accords que nous avons sur le niveau de la CEDEAO. Nous avons encore le temps de dire, les 109 députés
qui m'excuse de chaque fois de les titiller, les 109 députés doivent s'asseoir pour faire la relecture du code. Nous avons déjà expérimenté ce code et nous avons vu les difficultés que ce code-là nous a posées. Pourquoi ne pas s'asseoir? Pourquoi adopter la politique de l'autruche? Il faut s'asseoir pour discuter, pour dire, mais tout le monde en parle. Qu'on appelle l'aumônerie des cadres. Alors, on se pose d'abord la question de savoir ce discours de Maître Adrien Humbedji, est-ce que c'est adressé à l'exécutif, donc à Patrice Talon, ou aux députés en question? Parce que la relecture du code, ce n'est pas le chef de l'État, Patrice Talon, qui reste dans le bureau de la Marina. Je suis d'accord. Le chef de l'État avait dit qu'il n'est pas preneur de la relecture du code. Mais si les députés, si les députés de la mouvance décident aujourd'hui de... Non, est-ce qu'ils sont suffisamment... Ils sont suffisamment grands, suffisamment responsables politiquement pour prendre leur responsabilité. Alors, doit-on dire que le message est adressé doit-on dire que le message est adressé, je dirais, aux députés, sinon à qui le message de Maître Adrien Humbedji s'adresse? Non, mais je dirais que le message de Maître Adrien Humbedji s'adresse aux députés, aussi aux chefs de l'État. Parce que le cas d'espèce actuel, il faut que aussi les députés aussi puissent prendre leurs responsabilités. Vous savez, le président de la République représente une institution. Les députés aussi représentent une institution. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, si on doit aller à la révision donc, du code électoral, il appartient aujourd'hui aux députés donc, de prendre leurs responsabilités et de réviser donc, le code électoral. D'accord. Alors, si c'est un travail des députés, ça veut dire que Patrice Talon n'est visiblement pas concerné parce qu'il n'est pas député, il n'est pas président de l'Assemblée nationale, il n'est pas président de l'Assemblée nationale, par exemple. Qui est le géniteur des deux partis de la mouvance? Sans faire un affront aux députés, je les mets au défi de me dire qu'ils vont défier le chef de l'État et faire le contraire de ce qu'il leur demande. Je les mets au défi. Parce que le chef de l'État dit qu'il n'est pas preneur pour la relecture du code. Et depuis lors, c'est notre radio. Moi, je les mets au défi. S'ils ne sont pas sabordés, ils ne sont pas assujettis à ce que le chef de l'État dit, qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils relancent... Mais cela pose un problème alors. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Puisque quand Patrice Talon va partir, la République va demeurer. Mais qu'est-ce qui va se passer? La République va demeurer. Si aujourd'hui... Excusez-moi, les députés de la mouvance pensent que ce code-là les avancerait au détriment de ceux de l'opposition. Attention. Attention, j'ai déjà dit, tel que les choses se passent, nous avons trois schémas possibles pour les législatives. Ou bien nous avons un Parlement complètement acquis à la mouvance, ou bien nous avons un Parlement complètement acquis à l'opposition, ou carrément, match nul, il n'y a pas de Parlement. Alors, mais ça fait visiblement beaucoup de choses que Maître Adrien Humbedji a laissé entendre: démocratie, libération des détenus, révision du code électoral, retour des exilés. Mais quand même, quand on pose les problèmes, c'est une question, je dois dire, de priorité. Qu'est-ce que vous voyez comme priorité à l'heure actuelle? C'est-à-dire, si on doit prendre au cas par cas, avec quoi on doit commencer? Non, je pense que moi, à mon humble avis, j'ai toujours œuvré, chaque fois et toutes les fois, donc quand j'ai ce genre d'opportunité, pour que quand même les handgriffes, les exilés politiques puissent rentrer vraiment pour servir le pays. Nous avions besoin donc de ces exilés politiques. Maintenant, comme nous sommes à l'approche donc des élections, il s'avère indispensable que si le code électoral aujourd'hui pose problème au niveau donc de la majorité donc des acteurs politiques, il urge aujourd'hui que ces mêmes acteurs politiques se voient, réfléchissent et voient dans la mesure comment ce code-là peut être révisé avant donc les 6 mois donc des élections. Et je pense que c'est ça qui est indispensable, puisque, veut ou pas, les élections présidentielles de 2026 s'annoncent déjà comme une élection très complexe, je dirais, puisqu'on parle d'élection générale, où chacun doit jouer son rôle, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit de la mouvance et de l'opposition, la société civile et tous les acteurs aussi qui sont impliqués sur la chaîne donc logistique et élective. D'accord. Alphonse Moïse-Soudé, qu'est-ce que vous voyez comme priorité dans tout ce que la priorité pour moi, c'est la relecture du code. Et qu'est-ce qui paraît, je dirais, prioritaire selon Maître Adrien Humbedji quand vous le suivez, si vous arrivez à trier dans tout ce qu'il a cité? Si nous relisons, si les députés relisent le code électoral, ça va quand même renforcer notre vivre ensemble. Et que vous vous souvenez qu'il y avait une loi sur l'amnistie qui avait été introduite, qui a fait flop. Oui. Si nous renforçons notre vivre ensemble, pourquoi ne pas ramener cette loi sur l'amnistie et recueillir l'assentiment de tous les députés? On saura que c'est une loi qui instaure le retour des exilés politiques. Et si quelqu'un décide de ne pas venir, c'est qu'il a fait le choix d'observer d'abord. Donc pour moi, ce qui est prioritaire, c'est la relecture du code électoral. C'est très important parce que les élections générales avancent à grands pas. On a dit le dépôt des candidatures pour la présidentielle, c'est en octobre, là.
C'est proche. Pour les législatives, c'est en septembre. Pardon, en novembre. Et si on ne fait pas très vite, on sera rattrapé par le temps et on finira par pleurer sur le lait renversé. C'est ça. Donc pour moi, j'estime que tous les hommes politiques qui nous écoutent, à commencer par le chef de l'État, le géniteur des partis de la mouvance, le président Boulou-Yahi, qui est le président du parti Les Démocrates, que les gens s'entendent pour qu'on aille vers la relecture du code. On ne perd rien en allant vers la relecture du code électoral. On a tout à gagner. Cela va renforcer notre vivre ensemble parce qu'il faut toujours voir les différentes lois électorales quand nous les avons expérimentées. Ça a donné quoi? Est-ce que ça a renforcé notre vivre ensemble? Il faut faire une forme de bilan selon vous. Il faut faire un bilan. Alors, monsieur Damien, oui. ma question cette fois-ci, c'est de voir que oui, vous tous, vous avez décrit un peu la force de frappe de Maître Adrien Ngbeji, son assise dans la zone de Porto-Novo et pourquoi pas dans la zone de Ouémé Plateau. Quand on a une force pareille et qu'on tient de pareils discours qui cadrent un peu avec le discours de l'opposition, est-ce que ce n'est pas du pain béni, par exemple, pour les partis, les démocrates, qui d'ailleurs, en cours de semaine, ont bénéficié d'une audience au domicile de Maître Adrien Ngbeji? Nous sommes en politique, nous sommes en matière politique, et je pense que c'est une bonne opportunité donc, pour les partis, les démocrates, aujourd'hui d'avoir quelqu'un de taille comme Maître Adrien Ngbeji. C'est pour cette raison que je me disais toujours que les élections de 2026, ce ne serait pas chose facile. D'accord. Parce que... Ce ne serait pas sans Maître Adrien Ngbeji. Non, au fait, on ne va pas dire sans Maître, on ne va pas aller trop vite en besogne. Oui. Nous avions posé un diagnostic ici. Et le diagnostic n'était pas clair parce que la question que nous nous posons, c'est quoi? Aujourd'hui, en l'état, est-ce que le PRD existe ou non? D'accord. Voilà, c'est très important. Si le PRD n'existe plus et que le PRD existe juste de facto, là, c'est autre débat. Maintenant, si juridiquement, le PRD est toujours dans cette posture de l'UPR, alors là, la question va au-delà. Qu'est-ce que le PRD, sinon qu'est-ce que Maître Adrien Ngbeji peut vendre à l'opposition, aux démocrates? Sinon, qu'est-ce que les démocrates peuvent acheter chez Maître Adrien Ngbeji? Ce n'est pas question de vendre. Je vais vous rappeler, en 2005-2006, touche pas à ma constitution. Ce n'est pas seulement les hommes politiques, les universitaires, les syndicalistes se sont associés à ça. Les décideurs politiques, parce que ça, c'était un enjeu national. Voilà. Mercredi rouge, nous avons vu la classe politique, nous avons vu la société civile, nous avons vu les syndicalistes, nous avons vu les universitaires s'associer parce que c'était un enjeu national. Et là aussi, la relecture du code qui va renforcer notre vie ensemble, le retour des exilés, la libération des hommes politiques, ça intéresse tous les Béninois. Donc, quelle que soit votre obédience politique, vous devez vous associer. Donc, moi, je ne dirais pas que, écoutez, on n'a jamais interdit à ceux du BR ou à ceux de l'UPR ou à ceux de restaurer l'espace, les autres partis politiques, de demander audience et maintenant, on me dit. Quand vous mettez votre femme dehors, peut-être quand votre femme décide de vous quitter, forcément dehors, il intéresse quelqu'un qui commence par lui compter fleurir pour dire, ben, écoute, moi, je peux te récupérer chez moi pour que tu sois ma femme, je vais bien t'entretenir. C'est comme ça la vie. D'accord. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. D'accord. Docteur Damien, on parle quand même de Maître Adrien Ngbeji. Maître Adrien Ngbeji est aussi, par rapport à son rang, la personnalité qu'il est censé avoir plus, je dirais, de facilité à taper à la porte de Patrice Talon et poser ses problèmes, faire les doléances qu'il s'est permis d'en faire sur les réseaux sociaux. Doit-on dire que la porte lui est fermée de l'autre côté et qu'il a voulu passer par un autre canal pour se faire entendre? Bon, je pense que les interprétations ne seront jamais les mêmes. Puisque, vous savez, nous n'est pas nécessairement dans le secret. Qu'est-ce qui vous prouve aujourd'hui que Maître Adrien Ngbeji n'a pas fait des jeux de couloir ou n'a pas rappelé en griffe le chef de l'État sur certains dossiers de la nation? Rien ne le prouve pour le moment. Mais quand nous suivons un peu l'actualité politique et nous suivons ces sorties répétitives, où tout porte à croire aujourd'hui que Maître Adrien Ngbeji, il s'est fâché et il a posé un certain nombre de conditions que le pouvoir en place ou le président de la République ne voulait pas donc céder. Donc du coup, en étant donc gardien du pouvoir, des pouvoirs institutionnels donc de la République, il se dit aujourd'hui, bon, et par rapport au regard de tout ce qui se passe, les exilés politiques, le code électoral et que sais-je encore, il faut aujourd'hui une élection inclusive. Les élections de 2026, nous appelons tous de nos voeux que ces élections soient des élections inclusives. Puisque c'est dans cette inclusivité que on parlera donc de la démocratie. Parce qu'il n'y a pas de démocratie où il faut
exclut l'autre. On veut que tout le monde puisse participer au jeu donc électoral. Et c'est dans ça. Mais celui qui est fort ou pas, celui qui est bien sur le terrain, le peuple élira le candidat. Pensez-vous que M. Adrien Humbédié au sein de la mouvance ou bien au niveau du chef de l'État n'a pas eu l'oreille qu'il faut? C'est pourquoi elle a choisi le canal qu'il a utilisé pour passer son message? Je crois que c'est la méthode, parce que si le débat était ouvert au sein des partis politiques, je ne vois pas quelqu'un de la table de M. Humbédié sortir et dire ce qu'il a dit. Alors si le débat n'est pas ouvert, quand il est sorti la première fois, j'ai parlé de il faut qu'on fasse des lectures claires. Quand il est sorti la première fois en février, quelques jours après, j'apprends que c'est comme les histoires de présentation de vœux. Il est sorti après, c'est le cas de février. Et il a tenu ce discours-là. Quelques jours après, c'est le locataire écrit pour dire dans 3 mois, on vide votre maison. J'ai vu dans ce pays un pasteur dire sur une chaîne qu'il a dit que le président Patrice Talon serait élu. Mais une semaine après, on est allé faire résilier son bail et il a fermé son église. Je ne vais pas appeler son nom ici. Donc nous sommes sur un terrain politique, il faut faire attention. Donc si le patriarche, il est convaincu de ce qu'il dit, et j'ai dit, aucun homme politique sérieux de la mouvance n'est pas encore monté au créneau pour dire ce que le patriarche dit, c'est faux. C'est faux. Donc je voudrais, j'ai dit, au lieu de le vilipender, au lieu d'envoyer des personnes l'insulter ou dire quoi que ce soit, il faut l'écouter. C'est sûr qu'il a tenté de voir le chef de l'État. Il a tenté de poser la question là, il faut poser les problèmes et qui n'a pas été écouté. Vous avez vu le ministre Kwame a dit quand on m'a consulté par rapport au cas du CA de Glodjibwe, j'ai exprimé qu'il a même mon point de vue et qui n'a pas été écouté. Donc certainement que M. Adrien Humbédié se retrouve dans ce même cas. Mais c'est aussi ça. Mais est-ce que ce n'est pas également ça D'accord. Est-ce que ce n'est pas également ça la démocratie? La démocratie. C'est-à-dire vous donnez votre point de vue, ça peut croiser, doit dire. Mais malheureusement, on fait face au miroir pour décrypter l'actualité liée aux faits de société. Un gros sujet à la une de nos échanges ce matin. Quel regard portez-vous sur la dot aujourd'hui? La dot en soi, normalement, c'est le mariage. S'il ne fait pas officiellement la grande dot, la femme ne bouge pas. C'est ça. Et le gars dit que, bon, si c'est ça, il faut choisir entre ta famille et moi. Il y a des hommes qui, après mariage, ils abandonnent tout, ils n'ont rien fait encore. Ça. Il y a beaucoup de couples qui sont là. Annuellement, ils n'offrent pas aucun plaisir à sa femme. Tu es un homme, tu n'arrives pas encore à satisfaire correctement ton épouse à la maison. Elle sait, elle se dit, bon, j'ai déjà des enfants ici, je me contente de ça. Et c'est en plus de ça, c'est ça qui sort pour aller prendre encore une autre femme dehors. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Alors, je dirais que la dot aujourd'hui, c'est vu comme autre chose. Ce n'est plus symbolique. Oui, je suis votre émission depuis Baricon. On vous accepte, d'accord. Je vois que c'est très intéressant et j'ai voulu donner mon point de vue par rapport allons-y, ça nous fait plaisir aussi. Fait face au miroir pour décrypter l'actualité liée aux faits de société. Un gros sujet à la une de nos échanges ce matin. Quel regard portez-vous sur la dot aujourd'hui? La dot en soi, normalement, c'est le mariage. S'il ne fait pas officiellement la grande dot, la femme ne bouge pas. C'est ça. Et le gars dit que, bon, si c'est ça, il faut choisir entre ta famille et moi. Il y a des hommes qui, après mariage, ils abandonnent tout, ils n'ont rien fait encore. Il y a beaucoup de couples qui sont là. Annuellement, ils n'offrent pas aucun plaisir à sa femme. Tu es un homme, tu n'arrives pas encore à satisfaire correctement ton épouse à la maison. Elle sait, elle se dit, bon, j'ai déjà des enfants ici.